Voilà, bienvenue à ce Facebook Live en direct de la salle blanche de la librairie Kléber. C'est maintenant un rendez-vous depuis une dizaine de jours à 17 heures précises. Nous entrons en scène. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Tierno Diallo et Pierre Maurer. Pierre Maurer va vous présenter largement Tierno Diallo tout à l'heure. Pierre Maurer est journaliste à DKL Dreyeckland. Je signale que le club de la presse Strasbourg Europe et les dernières nouvelles d'Alsace sont partenaires de ce direct. Vous retrouverez nos invités. Ah, je vois que vous êtes déjà très nombreux à arriver, déjà une trentaine là d'un coup. C'est incroyable, on va être très nombreux. Je signale que vous retrouverez donc ce direct maintenant pendant une bonne heure. On va passer du temps jusqu'à 18h. Vous pourrez réagir aux propos de Tierno Diallo, de Pierre Maurer, aux questions que pose son livre « Dévouement et remerciements ». Ce carnet, ma contribution au vivre ensemble qui paraît. Donc vous pourrez réagir à ces propos. Sur le fil du Facebook, nous prendrons vos questions, nous trierons tout ça pour les passer à Pierre Maurer en fin de séance. Voilà, je vous laisse la parole, Pierre Maurer. Eh bien, merci François. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre, de finir un petit peu cet après-midi en notre compagnie ici. Bonsoir Tierno. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de ce livre que François vient de présenter. Je redis son titre, « Dévouement et remerciements ». Vous dites c'est un carnet, il est sous-titré « Ma contribution au vivre ensemble ». On va voir tout ça en détail. Avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet de ce livre, on rappelle que votre histoire, elle est un petit peu partie de ce livre-là. C'est « Moi, migrant clandestin de 15 ans ». Que vous avez sorti il y a quelques années. Ce qui lie ces deux livres, c'est l'intégration. Parce que vous, l'intégration, c'est un mot qui vous est cher, vous allez nous l'expliquer aussi, mais une question en forme peut-être de grosse interrogation, d'où est-ce que vous venez, Tierno? Parce que votre histoire, elle est longue, complexe et à la fois surprenante. Écoutez, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très ravi d'être ici. Pour pouvoir échanger avec vous et aussi vous présenter finalement ces deux livres qui sont liés. Et donc, d'où je viens? Je viens de la Guinée-Conakry, géographiquement. Et après, petit à petit, maintenant, je pourrais aussi dire que je viens de loin, en fait. Je ne suis pas arrivé en France du jour au lendemain avec. Je suis pas arrivé vide, en fait. Voilà. Mais maintenant, je me rends compte de tout ça petit à petit. L'histoire, elle commence en 2009. On est donc dans votre pays de naissance, la Guinée, Conakry. Et à partir de là, il y a un fil qui va se dérouler, qui va vous lier votre vie, votre histoire, cette fuite, parce que c'est une fuite de votre pays. Un jour bien précis, un mois de septembre, vous allez quitter ce pays pour des raisons politiques, de sécurité, très rapidement. C'est ce qui est la genèse du premier livre, mais aussi une grande partie du deuxième livre pour fuir la violence et même échapper à la mort. Oui, exactement. Donc, comme vous le dites, il y a ce fil-là qui se déroule et moi, je me retrouve dans ça. Donc, je fuis et je suis en même temps parce que j'ai pas le choix. Et en même temps, donc voilà, c'est un parcours qui n'a pas été facile. Mais maintenant, je me rends compte que c'est aussi un parcours qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de faire de très très belles rencontres. Et aujourd'hui, donc voilà, j'essaie de me nourrir de tout ça, quoi. Alors, on passe la Guinée, vous échappez à la mort lors d'une opération dans un stade, vous prenez rapidement la décision de quitter le pays, ça vous emmène en Grèce, puis vous traversez l'Europe, vous arrivez en France. Strasbourg, c'est un petit peu le départ de votre histoire, mais c'était pas censé être le point final de cette histoire, ça devait être qu'une étape, c'est ça? Parce que vous dites, vous arrivez en plein hiver à Strasbourg, là aussi c'est dans le premier opus, et finalement vous restez là, vous n'allez pas en Allemagne où vous pensiez continuer la route. Oui, finalement, moi je crois au destin, je comprends ce qui ne croit pas au destin, donc finalement le destin fait que je me retrouve à Strasbourg. Parce qu'en fait, l'idée c'était d'aller en Allemagne,
Et donc voilà, je me retrouve là en hiver, je passe la nuit dehors, il fait très très froid, parce qu'il ne faut pas oublier que je venais d'Athènes. Première fois que vous voyez la neige, c'est ça? Voilà, Athènes, il faisait beau, donc voilà, je me retrouve ici à la gare de Strasbourg. Si je ne me trompe pas, c'était vers 16h, 17h, mais il faisait déjà nuit, et il faisait froid, il y avait la neige et tout ça. Et donc je reste à Strasbourg. Et petit à petit, j'ai eu de l'aide de beaucoup de personnes, des associations. Donc ma vie de là continue au foyer et après tout ce qui a suivi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je le disais, donc ça on le retrouve dans le premier livre. Il y a une forme de continuité entre les deux. Premièrement parce que vous êtes quelqu'un qui avait toujours aimé et qui aimait toujours écrire. Et vous avez pris l'habitude de tenir des carnets. C'est ce qui a nourri le premier opus, et c'est ce qui nourrit aussi le deuxième. On le voit jusque dans le titre, hein. Ce carnet, ma contribution au vivre ensemble, dévouement et remerciement. Vous remerciez qui déjà, en fait? Pourquoi remercier? Oui, donc en fait, dévouement et remerciement. Donc moi, quand je remercie, en fait, j'ai des visages concrets. J'ai aussi des prénoms, j'ai des personnes. En fait, c'est toutes ces personnes-là qui m'ont accompagné. Donc, ça peut être les éducateurs, les professeurs aussi. Et les témoignages, déjà, j'avais commencé à faire ça avant de publier même le premier livre. Donc, c'est des rencontres où quand on fait des échanges avec des personnes d'autres et on se rend compte qu'on n'est pas seul dans cette histoire, peut-être. Et donc, ça nous permet de tenir, ça nous aide encore à continuer. Et donc, avec les éducateurs aussi, il y a eu des périodes très, très difficiles où, voilà, le système, on a quand même les institutions de l'immigration, c'est très, très pesant. Donc, tout seul, voilà, sans l'aide de quelqu'un, c'est très, très difficile. À plusieurs fois, j'ai failli abandonner ou bien continuer encore de partir. Donc, j'ai été toujours retenu par un éducateur qui m'a expliqué, qui m'a encouragé, qui m'a donné l'amour de ce pays et aussi de la langue aussi et tout ça. Et les professeurs aussi à l'école, sans me juger. Parfois même, je me demandais s'ils savaient, s'ils étaient au courant de mon histoire, de mon parcours. Donc voilà, j'étais là comme tout le monde, donc sans me perturber sur mon apprentissage, j'ai pu avancer à mon rythme. Donc c'est ces personnes-là que je remercie. Donc le dévouement, donc c'est tout ce dévouement-là qui mettent dans ce travail pour aider les gens, pour accompagner, parce que moi j'ai toujours été impressionné par ces éducateurs et ces professeurs. Donc je sais qu'eux aussi, de l'autre côté, se disent « Ah, je suis impressionné par votre parcours, mais comment est-ce que vous faites ? On ne comprend pas comment, après tout ce que vous avez traversé. » Donc moi aussi, il m'arrive de me poser des questions comme ça concernant les éducateurs, parce que la plupart, ils ont quand même des familles. Donc ils restent avec nous parfois jusqu'à 21h, donc à nous parler de ce pays, à nous donner l'amour de ce pays, à nous expliquer les lois de ce pays et de quoi on a droit aussi. Et avec ces mêmes éducateurs, donc quand on se retrouve devant les administrations et tout ça, on les voit se batailler en fait. Par exemple, quand ils nous apprennent que la France, c'est le pays des droits de l'homme, et on se retrouve à une situation où on a l'impression que nos droits sont bafoués, alors c'est eux qui sont là, qui défendent ces droits et en même temps qui nous apprennent. Donc ce sont ces personnes-là que je remercie et le dévouement, c'est qu'ils mettent dans leur travail. Voilà. Vous êtes arrivé en France il y a quasiment tout pile 10 ans. La rencontre avec Strasbourg, avec la neige, on l'a dit, ça c'est pour le clin d'œil, avec aussi l'administration française, avec ces gens qui vous tendent la main, avec le foyer qui vous accueille dans le nord de l'Alsace, le pied à l'étrier que vous met l'école, et puis justement l'administration avec un grand A, on va aussi le voir dans ce livre, elle revient, il y a toute une partie qui lui est consacrée, parce que c'est une source d'épuisement, d'interrogation, d'angoisse pour le migrant que vous êtes dans un premier temps, puis à celui qui devient, qui est autorisé à rester en France, qui a une carte de séjour. Donc c'est vrai que tout cela commence à se construire. Et vous parliez de vivre ensemble, de dévouement, et ça commence aussi dans ce livre avec une scène, des amis, des retrouvailles, des amis d'horizons très différents. Vos amis, ils viennent d'où un petit peu tous ces personnages ? Oui, voilà, et
Donc j'arrive à l'âge de 15 ans au lieu de 10 ans. Et c'est en fait ces amis, donc déjà quand j'étais au foyer, vous savez, quand on vient d'autres pays, le plus souvent on a quelque chose à raconter. On vit quelque chose, voilà, on a peut-être une souffrance ou bien une histoire qu'on aimerait raconter, mais parfois, souvent, on fait face aux barrières de la langue, par exemple, et des fois, c'est pas aussi facile de s'exprimer. Alors moi, j'ai trouvé ça peut-être dans l'écriture, donc j'arrive à m'exprimer. Et il y avait eu un moment aussi avec le DOMI. On avait organisé quelque chose, des pièces de théâtre. Et donc ça nous a beaucoup aidé. Alors là, je me suis dit, par le théâtre aussi, on arrive à s'exprimer tout en s'amusant. On peut aussi faire passer un message. Et donc c'est là est venue l'idée de cette pièce de théâtre. Après, les amis, je les ai construits petit à petit. Donc je fais en sorte que mon lecteur s'attache aussi à ces amis-là. Et voilà, c'est comme ça que ça partit. Alors, il y a un peu de cynisme aussi, parce que la pièce de théâtre dont vous parlez, ces amis, ils vont pas jouer, qui viennent eux aussi d'horizons très différents. Il y a une quête de papier pour certains, de légitimité. Ils vont pas simplement faire du théâtre pour faire du théâtre, ils vont rejouer l'entretien d'un migrant débouté à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA. C'est lourd de sens quand même, quoi. On comprend bien que c'est un sujet qui vous obnubile et qui accapare beaucoup d'énergie et de conversation. On y revient toujours, en fait, même quand on a réussi à construire quelque chose dans le pays qui nous accueille, ça reste quand même une angoisse permanente, quotidienne. Oui, c'est quelque chose d'angoissant et en même temps, en fait, ça nous empêche d'avancer, en fait. On sait pas, on est tout le temps mais l'angoisse, elle est là, elle est permanente. Par exemple, si on parle de moi quand j'étais au collège, donc je sais que mes éducateurs me disaient il faut que tu travailles bien à l'école avec peut-être que quand tu auras le brevet des études ou bien le bac et tout, ça va t'aider pour avoir les papiers. Et après, il y a des moments quand on voit que c'est difficile pour avoir ces papiers-là. Mais on se pose la question, on se dit à quoi ça sert d'avoir les diplômes si un jour, du jour au lendemain, on peut nous rapatrier. Voilà. Donc il y a ça, par exemple, c'est un des exemples, quoi. Donc qui fait qu'on n'arrive pas à avancer et c'est ce qui est pesant aussi. Il y a aussi les racines, j'ai l'impression. Je lis un extrait, vous dites, dans ce groupe d'amis, on ne parle pas, sinon très peu, du pourquoi et du comment on est venu en France. La plupart d'entre eux gardent une souffrance ou une injustice subie. Ils souffrent et ont choisi de le faire en silence. Ne rien dire parce que ça fait mal d'en parler, le garder pour soi, quelque part au fond de soi-même, par peur d'être jugé. La souffrance, elle est là, pourtant, en eux. Elle est insidieuse, elle les harcèle avec la même acuité. Une douleur voilée ronge de l'intérieur la personne qui la porte. Et un peu plus loin, comme un effet de flashback, les images et les mots, les odeurs, les touchés, les sourires et les larmes ronchonnent, elles débordent. Le ton est donné, ils vont parler pour la première fois pour certains, des choses à dire, en tout cas, ils en ont beaucoup. Il y a une pudeur aussi qu'on retrouve très souvent dans les récits, dans votre récit, même si vous le livrez en plein de points, mais on se dit que vous gardez encore des choses en vous, et ces personnages-là aussi, ils n'arrivent pas à se libérer, même entre eux, même en compagnons d'infortune entre eux. Oui, vous avez tout à fait raison. On n'arrive pas. En fait, à mon avis, le plus difficile, c'est trouver le moyen d'expression. Moi, j'ai trouvé l'écriture. Et des fois aussi, même si on sait qu'on arrive à s'exprimer à travers l'écriture, c'est aussi difficile. Le plus difficile, en fait, quand on écrit, je reviens sur ça, c'est de pouvoir, en fait, mettre sur papier exactement ce qu'on a dans le cœur. Et donc, en écrivant, on met tout un effort dedans, on essaye de le faire. Alors moi, je l'ai fait une première fois avec ce livre « Moi, migrant clandestin de 15 ans », et donc qui m'a aussi beaucoup aidé, donc, parce que quand on réussit à mettre ça sur papier,
Mais toujours, on a ce doute qui est là. Peut-être que les gens ne vont pas vraiment comprendre ce que je vais dire par là, ou bien peut-être qu'ils vont me juger et tout ça. Et quand on publie ça, un livre, et qu'on a le retour d'un lecteur, donc ils nous disent que j'ai lu votre livre et ce que vous avez lu, je me suis reconnu dedans, ça m'a beaucoup touché. Et là, on se rend compte que finalement, on a réussi à se faire comprendre sans être jugé. Et donc, ça, c'est pas tout le temps, c'est pas garanti à 100%. Donc, ce qui fait qu'on garde toujours quelque chose en soi. Et parfois, ça intervient à des moments totalement incroyables. Dans le livre, vous racontez, dans la partie consacrée à toute cette quête du renouvellement de la carte de séjour, vous vous levez à des heures pas possibles, et un jour, vous arrivez très tôt à Place de la République à Strasbourg pour faire cette demande de renouvellement, un énième rendez-vous, un énième numéro, et il y a une dame dans la file qui vous propose un café. Et elle vous sourit comme si elle attendait, si elle vous avait reconnu. Enfin, et vous dites, mince, vous mettez votre machine à souvenir en route, vous n'arrivez pas à la remettre. Mais en fait, elle a lu votre livre. Elle vous a reconnu, elle a reconnu votre parcours. Et il y a vraiment cette empathie. C'est un moment totalement, qu'on appelle un moment suspendu, quoi. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. On n'a pas vraiment un mot pour décrire tout ça. Moi, j'ai la chance, mais ça, c'est quelque chose qui m'arrive souvent, soit des personnes qui cherchent à me contacter depuis des mois et finalement qui arrivent peut-être à avoir mon adresse mail et qui m'envoient un message comme ça de remerciement ou de soutien et tout ça. Donc, c'est ça, l'écriture c'est l'écriture qui peut nous donner ça. Et juste oui, donc voilà, alors là, on se dit que on ne peut jamais remercier ces personnes-là assez et ça nous encourage aussi de continuer. Alors avec le livre, le premier, il m'a beaucoup aidé. Au début, c'était pour moi, ça me faisait du bien. Après, je l'ai publié et donc j'ai eu ces retours-là, par exemple à la préfecture, on voit ce que ça donne. On se dit que là, tiens, en fait, tout ce que je pense, tout ce que je vis, il y a d'autres personnes qui le vivent aussi et j'arrive à le transmettre. Et peut-être mes doutes aussi, il y a des personnes qui partagent ces doutes-là. Et donc tout ça m'a permis de répartir sur le deuxième livre, donc ma contribution au vivre ensemble. Parce que voilà la vie, moi c'est comme ça que je vois la vie, c'est du donnant-donnant. On m'a appris comment m'installer, comment m'intégrer et moi aussi j'ai envie aussi de donner un peu du mien. Même si je n'ai pas encore assez d'expérience et tout ça, je ne sais pas par quoi commencer, mais je sais qu'à travers les livres, je me dis que j'arrive aussi à contribuer et à partager mes doutes et peut-être mes quelques solutions. Ce livre, c'est aussi un livre de date. Il y a toute une partie qui s'appelle le 28 septembre, qui fait clairement référence à ce jour tragique qui vous a fait quitter votre pays, qui est vraiment la genèse de cette histoire qui vous a poussé à fuir vers l'Europe. Il y a des dates qui sont toutes celles de ces attaques terroristes qui ont été perpétrées sur le sol français, qui vous ont marqué parce qu'elles vous donnent des flashs un petit peu, vous renvoient à votre passé en bien des points. Il y a des dates plus heureuses. Le jour où vous obtenez ces cartes, ces renouvellements de carte de séjour, le jour où vous obtenez la nationalité française, parce que voilà, ça aussi c'est une étape importante de ce livre. On reconstitue un petit peu votre parcours. C'est un petit peu ça aussi, la volonté de faire des carnets pour garder ces traces, pour réussir à jalonner tout ça, à garder une ligne un petit peu construite, des souvenirs ordonnés. Oui, ça peut être ça aussi. On ne sait jamais de quoi est fait demain. Peut-être que plus tard, je serai plus en capacité de partager tout ça, de le raconter tel qu'est. Et donc, par exemple, quand on parle de la préfecture, tout récemment, le fait que j'y allais tout récemment avec mon carnet, je notais tout. Quelque part, c'est pour ne pas oublier, pour moi, et peut-être aussi d'une autre part pour que plus tard des personnes puissent s'en servir aussi. Par exemple, un migrant qui va arriver, qui va tomber sur ça, il va se dire, et pourtant ça s'est passé peut-être il y a 5 ou 10 ans, c'était comme ça, et maintenant, même si c'est de plus en plus difficile, peut-être ça peut aussi aider. Donc il y a toujours cette envie de participer à la construction de quelque chose dont j'espère qu'il sera quelque chose de bien pour le vivre ensemble et tout ça.
Le vivre ensemble, justement, malmené, je le disais, par cette date du 28 septembre, et parmi les attaques modernes, vous y faites référence aussi, c'est celle qui vous a peut-être le plus marqué, c'est celle du Bataclan, parce qu'elle vous a directement fait... c'est un tunnel vis-à-vis de votre passé, vis-à-vis de ce qui s'est passé dans ce stade à Conakry le 28 septembre. Oui, tous les attentats m'ont marqué, mais donc on sait que c'était une période, c'est une période voilà, où on a vécu, disons qu'on peut le dire, on a tous souffert, même si on n'a pas été touché directement. Donc en fait, c'est des horreurs qu'on voyait déjà de très loin, et quand ça arrive jusqu'à chez nous, tout près de chez nous en tout cas, ça nous interpelle. Peut-être qu'on se dit, peut-être qu'on a trop fermé les yeux, on s'est dit que ça se passe là-bas, ça va jamais venir chez nous et tout ça. Et moi, il se trouve que ce qui s'est passé au Bataclan, je ne sais pas si je peux comparer ça avec ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Mais en tout cas, moi, ça m'a rappelé le massacre du 28 septembre. En fait, le fait de se retrouver dans un endroit fermé, et que des personnes armées viennent nous attaquer alors que nous, on n'est pas armés. Il y a cette panique-là, on ne sait pas par où vers où aller, comment sortir. Donc, il y a ces cris et tout ça. Donc, moi, j'ai regardé ça à la télé et ça m'a fait revivre ça. Et on se dit, et pourtant, c'est encore beaucoup plus inquiétant parce que on le vit en France. Et moi, donc, quand je suis parti de la Guinée, je suis arrivé en France. Pour moi, c'est le pays qui me protège. Et là, on se rend compte, on se dit que peut-être que même ici, on n'est plus protégé. Voilà. Et du coup, tout ça, c'est même encore plus rapproché avec l'attaque de Strasbourg. Vous étiez à Strasbourg quand ça s'est passé ? Oui. L'attaque de Strasbourg aussi, oui. Donc, voilà, les attaques telles que je raconte ça. On part de Toulouse, après Toulouse, on remonte, on vient, là je ne me rappelle plus, je pense Nice, Paris, et après, de plus en plus, ça se rapproche de nous et ça arrive à Strasbourg, où je vis. Donc voilà, on a vécu ces périodes-là très, 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 très difficiles. Oui. Plus souriant peut-être sur... Des anecdotes qui jalonnent ce livre. Alors, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Sur la page de la librairie à les poser. On les lit et on essaiera d'en poser tout à l'heure à Tierno. Donc, anecdotes plus souriantes sur les moments où vous vous sentez de plus en plus français. Ça passe notamment par les rêves que vous faites. Et là, encore une fois, je vous cite. Quand je suis arrivé en France, j'ai continué à faire mes rêves en peul, ma langue maternelle. Petit à petit, sans même le remarquer, la transition vers du peul au français s'est faite naturellement. C'est à partir de ce moment que je me suis rendu compte de mes progrès et de mes améliorations avec la langue de Victor Hugo. C'est avec le temps que cela s'est atténué. Le cerveau s'adapte naturellement, de sorte qu'on se familiarise avec son nouvel espace. Maintenant, quand je fais un rêve dans lequel je suis avec des amis français, je le fais en français. Et quand je me vois en Guinée avec ma famille, en rêve, eh bien, on parle tous peul. J'évoque tout cela pour vous dire que l'intégration, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Il ne faut donc pas l'imposer, mais l'encourager. C'est un processus qui a pris longtemps, même si c'est un petit peu... Avec le sourire que je pose la question, parce que voilà, il n'y a pas un déclic qui se fait, mais pour vous, ça a été le point de changement, quoi. Oui, en fait, je suis pas un spécialiste de l'intégration, mais je pars de mon vécu et après je tire ce bilan-là, finalement. Parce que l'intégration, c'est comme je l'ai dit avant, il faut, d'abord on nous dit, il faut s'intégrer pour avoir les papiers. Donc déjà, quand on arrive, on voit ça comme quelque chose qu'on nous impose en fait. Et petit à petit, après, on reste encore sur ça. On veut avoir des diplômes, on veut apprendre la langue, on fait tout ça, mais toujours en pensant à ces papiers, en pensant et tout ça. Et finalement, plus tard, quand on se pose, on se rend compte que cela s'est installé naturellement. Et donc, c'est la force extraordinaire de l'être humain. Par exemple, moi, maintenant, là où je suis, tout ça, ça me réconforte parce que je me dis que j'ai découvert ça en moi. Je ne savais pas que j'avais cette capacité de m'intégrer.
Donc maintenant, si j'ai envie de voyager dans un autre pays ou bien de rencontrer d'autres personnes, je me dis toujours que quelque part j'ai ça. Allez donc, vas-y, tu arriveras toujours à t'intégrer. Donc voilà, c'est une belle anecdote, quoi. On parlait du sous-titre de l'ouvrage tout à l'heure, ce carnet. Je vous posais la question sur voilà, cette habitude qui est la vôtre. Mais à quel moment on se dit, bon, ben, tout ça pourrait faire un livre, aussi bien pour le premier que pour le deuxième? Il y a quand même de la mise en forme, de l'appropriation, de la rédaction. Comment vous avez réussi à passer un petit peu ce cap? Parce que j'imagine qu'il y a du travail derrière tout ça. Comment on arrive à le concilier avec une vie? Vous avez fait vos études. Maintenant, j'imagine que voilà, tout ça se décante. Oui, donc le premier, moi, migrant clandestin de 15 ans, donc c'était, tout comme le deuxième d'ailleurs, c'était un carnet. Donc l'idée d'en faire un livre concernant le premier s'est installée très tardivement. J'avais déjà beaucoup écrit, mais je ne pensais pas en faire un livre. Mais vu que je parle aussi des éducateurs, j'étais entouré par des éducateurs, des professeurs aussi, je les montrais ce que j'écrivais, ils trouvaient ça extraordinaire. Ils disaient, ce que tu écris, c'est bien. Alors en même temps, ça me faisait du bien aussi. Donc je parlais, je me vidais la tête, je disais tout. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des rencontres au Parlement européen ou au Conseil de l'Europe pour partager mon histoire. Et de là, j'ai pris conscience qu'en partageant mon histoire, en tout cas, je me suis dit que le fait de partager mon histoire, je pourrais peut-être amener les gens à réfléchir sur comment on voit l'autre ou peut-être sur des questions de société. Donc c'est à partir de là que l'idée d'en faire un livre est venue. Et donc j'ai continué d'écrire. Donc là, j'étais seul dans mon coin. J'écrivais, je montrais ce que j'écrivais à mes professeurs, à mes éducateurs. Et une fois que j'ai fini, donc j'ai présenté ce travail-là aux éditions de la Nuit Bleue. Et donc c'est une maison d'édition qui m'a beaucoup aidé aussi. Ils m'ont accompagné pour la publication du livre et la promotion aussi. Donc là, je commence à être connu. Donc j'ai des retours de lecteurs sur tout ça. Alors je me suis dit, je ne pouvais pas m'arrêter là. Il faut commencer un deuxième livre. Donc c'est vraiment les réactions des gens qui vous ont poussé à vouloir raconter la suite, quoi. Oui, c'est en partie c'est ça aussi, parce que quand on reçoit des mails, des lettres, de tout ça, donc on a aussi envie de répondre. On se dit, même si je réponds à mes mails tout de suite, mais ça serait bien d'en faire un livre, de continuer. Et en même temps, c'est encourageant aussi. Mais qu'est-ce qu'ils vous demandent, ces gens? Est-ce que c'est des conseils sur peut-être d'autres migrants? Est-ce que c'est des gens qui veulent connaître d'autres choses sur votre histoire? Qu'est-ce qu'ils vous demandent, si c'est pas trop indiscret? Oui, la plupart du temps, c'est pas vraiment des demandes pour commencer. C'est comme je l'ai dit avant, la plupart du temps, c'est par exemple quelqu'un qui m'écrit et qui me dit c'était juste pour avoir de vos nouvelles, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est fort, ça. Et on se dit que cette personne-là, moi, je ne connais pas cette personne. Mais elle m'a connu à travers ce livre. Elle a cherché à être en contact avec moi et qui m'envoie ça. Donc, c'est extraordinaire. Alors, je sais, du coup, je réponds, je noue des relations avec ces personnes-là. Et du coup, on discute le plus souvent sur ce qui se passe, l'actualité. Et voilà, donc ça m'a aussi permis d'écrire, de me relancer tout de suite. Donc le deuxième, je parle de carnet, mais il y avait le projet d'en faire un livre était tout de suite là. On va peut-être prendre une petite question, François. Alors, il y a beaucoup de réactions. Bravo Tierno Diallo, Nabil Nadim a offert ton livre il y a quelques années, c'est Jean Fèvre qui parle. Ton témoignage est poignant, il m'a rappelé à quel point le respect des cultures humaines conditionnait le respect de l'humain. S'unir, oui, mais dans le respect des différences et de la singularité de chacun. Les mots de notre société proviennent de ce qu'on assigne trop souvent une identité factice aux gens. Les hommes doivent être libres de s'enraciner dans le terreau culturel de leur choix. C'est ainsi qu'on refera société. Voilà une réaction. Quel incroyable parcours, Tierno, nous dit Nadine, et quel exemple de résilience. Merci pour ta générosité, pour ce partage. Le mot résilience revient souvent.
Alors justement, vous y faites aussi référence dans ce livre-là. On a l'impression que voilà, c'était ce que vous cherchiez aussi, quoi. Oui, c'est exactement ça. D'abord, voilà, je vous remercie pour ces messages de soutien. Ça continue avant les mails, hein, là c'est en direct. Hein. Voilà, oui, je vous remercie, ça me touche vraiment. Voilà. Oui, donc voilà quoi, c'est très C'est dans le prolongement un petit peu de ce que vous voulez faire et voulez prononcer comme message. Oui. Il y a toute une partie dans ce livre aussi que vous appelez les papiers. Et qui est, je le disais au début de l'entretien, ça pourrait presque faire un film comique, quoi, d'une certaine manière, sur l'administration française. Alors comique, caustique, plus humour noir, mais avec quand même cette volonté de montrer qu'on n'est jamais tranquille, quoi. Il manque toujours un papier, il faut avoir le mot juste, il faut toujours se présenter. On a l'impression que c'est voilà, une course qui ne s'arrête jamais. Ça, c'est quelque chose qui est partagé avec toutes ces personnes qui tous les jours se présentent à la préfecture, que vous rencontrez régulièrement, que vous apprenez même à connaître, je crois, au fil des ans. Il y a des visages, et même le bonheur suprême, c'est qu'il y a une personne avec qui vous étiez au lycée, un jour que vous trouvez de l'autre côté du comptoir, mais qui, alors, on ne sait pas si elle ne vous reconnaît pas ou veut pas vous reconnaître, mais voilà, c'est un monde à part, quoi. Oui, les papiers. Donc, voilà, c'est de l'incertitude en permanence. Il faut. Donc, je rappelle, en fait, quand moi je suis arrivé, j'avais besoin de trouver, juste le fait de trouver un foyer. Je m'étais dit, je me rappelle bien que c'est bon. Maintenant, je me suis installé, c'est bon. Et après, on m'a dit qu'il faut avoir les papiers. Et petit à petit aussi, la première fois que j'ai reçu mon abonnement de tram, juste le fait d'avoir quelque chose avec ma photo dessus. Une carte, non ? Voilà, je me suis dit, maintenant, c'est bon, je commence. Et je me rappelle, avant d'avoir ma première carte de séjour, j'avais aussi une autre carte, je me rappelle plus, c'est une carte de libre circulation c'est quelque chose comme ça. Quand j'ai eu cette carte, je me suis dit, c'est bon maintenant. Le sésame suprême. Je me suis dit, maintenant, j'ai les papiers, c'est bon. Et avec cette carte, une fois, je vais à la médiathèque pour rentrer et emprunter des livres. Et il se trouve qu'il n'y a personne qui connaît cette carte. On m'a dit, mais non, ça, c'est pas une carte d'identité. tout est recommencé. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est pas fini. Donc, ça, c'est pas les papiers. Il faut encore les papiers. Et après, arrive le récépissé. Hein. Donc là, on célèbre ça. On se dit que, maintenant, j'ai quelque chose. J'ai le récépissé. Et après, arrive la carte de séjour. J'avais une carte de séjour d'un an. Et avec la carte de séjour, c'est pas évident parce que d'abord, à chaque fois que je recevais ma carte de séjour d'un an, je me rends compte qu'elle était déjà prête depuis 3 mois. Donc, il me reste plus que quelques mois. Et pour le renouvellement, il faut déposer la carte 2 mois avant qu'elle finisse, 2 mois avant la fin. Et quand on est étudiant et qu'on cherche à avoir accès à la bourse, par exemple, on n'est pas aidé parce que s'il n'y a pas les papiers, on n'a pas accès à tout ça. Donc on s'est dit que la carte de séjour, c'est pas suffisant. Il faut 1 an, c'est pas assez. Alors après, j'ai eu la carte de séjour de 4 ans. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer que ça répare à chaque fois, Et finalement, je me suis dit, peut-être que tout ça, ça sera fini quand j'aurai la nationalité. Et cette histoire, elle a pris fin, du moins ce point-là, il a pris fin en janvier, il y a un peu plus d'1 an, c'est ça ? Oui. Donc, cette histoire, c'est quelque chose... c'est une caisse, quoi. C'est une dizaine d'années. Ouais. Donc, je me rappelle, une fois, j'étais à l'université de Strasbourg, je rencontrais des étudiants, et je venais d'avoir la nationalité. Et alors là, on me pose la question, alors, ça fait quoi d'avoir la nationalité ? Quand vous avez eu la nationalité, à quoi vous avez pensé ? Et je me rappelle, la réponse que j'avais donnée était celle de dire que quand on a la nationalité, on a envie de partir de la France. Oui, c'est très paradoxal. Oui, parce que je me suis toujours dit, il faut les papiers pour que je puisse m'installer, vraiment. Et j'obtiens la nationalité à bout de 10 ans. 10 ans, je suis ici. Et on parlait aussi de mes amis au collège, au lycée.
Donc, je les vois, tous, eux qui sont français, je les vois voyager, aller découvrir d'autres cultures et tout ça. Et j'avais cette envie-là qui s'est Voilà, de les installée. suivre, quoi, d'être Oui. comme les jeunes de votre âge. Mais il y a aussi cette nationalité, elle va vous permettre, on va dire, de retourner peut-être un jour en Guinée avec plus de sécurité. Une sécurité certaine et peut-être avoir des réponses à des questions qui restent posées, quoi, même à l'issue de ce livre, quoi. Oui, j'avoue que ça c'est quelque chose, je me suis toujours dit ça, mais quand j'aurai la nationalité, je pourrai partir en Guinée sereinement. Je me suis aussi dit que pour que je puisse tourner définitivement cette page, il faudrait que je retourne en Guinée. Et donc j'avais hâte d'avoir ces papiers et pouvoir y retourner. Et petit à petit, je me rends compte que parce que j'ai la nationalité, j'ai un travail, j'ai un salaire, donc et je me rends compte que partir c'est difficile et y retourner c'est aussi pas facile. Donc ce qui fait que je suis toujours pas reparti en Guinée. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver. C'est pas évident, mais j'aimerais bien. Seul, avec des amis peut-être, pour trouver le courage ou peut-être leur faire découvrir aussi une culture, parce que vous êtes totalement biculturel, quoi. C'est ça aussi, c'est que vous avez ramené plein de choses de la Guinée que vous aimez partager ici, que vous aimez faire découvrir. Oui, ça c'est voilà, ça c'est une évidence parce que quand on part toujours avec quelque chose. Donc ça aussi, j'essaye de partager ça dans mes livres et tout ça en parlant de la Guinée, en parlant de mes grands-parents, des villages et tout ça. Donc il y a aussi cette envie de partager. Et depuis que je suis là, j'ai beaucoup appris et j'ai aussi envie de retourner en Guinée et partager ça aussi. Et je me rappelle que je sais qu'il y a 2 ans, j'avais eu un documentaire des jeunes Français qui sont partis en Guinée, qui travaillent sur l'accès à l'eau et tout ça. Et donc ça m'a interpellé. Je me suis dit, peut-être moi aussi, je pourrais faire ça en plus. Ça, c'est mon pays. Et donc, voilà, j'ai des petits projets comme ça. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire. Je ne sais pas comment les faire. Mais ce qui est sûr, l'envie, la volonté est là de partager, d'aller là-bas, partager ce que j'ai appris ici. Et tant que je serai ici, je partagerai aussi ce que j'ai eu de là-bas, quoi. Le Tierno de 2020, qu'est-ce qu'il fait? On découvre sur la 4e de couverture qu'il est très impliqué dans une association, le Pensée Critique, qu'il a organisé une expo, un projet photo, perspective d'ailleurs d'ici. Il travaille, il va travailler. Comment elle est aujourd'hui, votre vie en France, en Alsace? Le Tierno d'aujourd'hui, je me pose encore beaucoup de questions. Et je me dis que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et même si j'ai envie de faire des projets, de m'impliquer dans surtout tout ce qui est association, mais je me dis que j'ai encore le temps d'apprendre et pour peut-être plus tard mettre tout ça, voilà, faire profiter tout ça aux gens. Donc pour le moment, je me contente parfois d'aller voir des associations, me présenter, dire bonjour, voir comment ça se passe et comment ils travaillent aussi, les difficultés qu'ils rencontrent, même si je ne viens pas en tant que quelqu'un qui vient amener une solution, mais je viens pour apprendre. Donc les événements aussi, et après j'ai aussi le travail, je travaille aussi à côté. Et voilà le Tierno d'aujourd'hui en résumé, quoi. Et le Tierno d'il y a 10 ans, il s'imaginait une vie comme ça aujourd'hui, ou les grandes lignes d'une vie comme il la connaît, avec les difficultés ou peut-être les joies et les bonheurs, parce qu'on imagine qu'il y en a eu quand même. Une vie comme ça, franchement, je dois avouer que non. J'imaginais pas une vie comme ça. Non. Comme je disais avant, même quand je suis arrivé, je vivais dans le doute et tout ça. Il y a des moments où je voulais partir en Allemagne, après je reste, après je voulais partir en Angleterre, je reste. Et finalement, il y a les diplômes aussi. Donc, vous savez, il y a aussi des difficultés pour avoir un emploi. Donc, je trouve aussi un emploi. Donc, à chaque fois, j'ai des doutes, il n'y a pas de certitude.
Mais petit à petit, j'ai la chance et grâce aux personnes qui m'ont aidé, j'ai pu tenir et aujourd'hui, je suis là, je présente 2 livres. Je suis forcé d'avouer qu'une vie comme ça, non, j'imaginais pas ça. J'imaginais pas ça avant. Et j'éprouve une fierté et cette fierté, je la dois à toutes ces personnes qui m'ont aidé. Les carnets, ils continuent. Il y a encore de la matière pour d'autres ouvrages, d'autres romans peut-être, parce que là, on est sur un projet qui est un petit peu hybride. Il y a du roman, il y a du récit, il y a des choses personnelles, d'autres qui sont plus, on va dire, d'illustration. Mais qu'est-ce que vous avez envie d'évoluer vers quoi? Parce que vous me disiez, avant, quand on prépare un petit peu l'entretien, que l'écriture, c'était vraiment... vous aviez envie d'être reconnu pour ça. Oui, je découvre l'écriture qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore. Donc là, je dois avouer que les carnets continuent. J'ai encore un autre carnet, j'écris. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je me laisse guider par les rencontres, par les événements, et on verra. Toujours en mettant en avant la vie sociale. Donc voilà, ça continue. On va plus ou moins refermer ou une petite réaction encore? Il y a encore quelques réactions. Bravo Diallo, on est fiers de toi. Il y a beaucoup de réactions. Vous rencontrez beaucoup de scolaires. Avez-vous de nouveaux projets? Mais je crois que ça, vous en avez parlé, Pierre. Quelqu'un nous demande des précisions sur l'association que vous avez évoquée. L'association... Le Pensée Critique. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Oui, donc le Pensée Critique, en fait, c'est une association qu'on a créée avec des anciens mineurs non accompagnés. Et donc, on a réussi à tenir cette association-là pendant 2 ans. Où on a réussi à faire des projets, ce projet photo et de théâtre aussi. Et donc, il y a eu un moment où on rencontrait pas mal de difficultés parce qu'on voulait, on voulait laisser la place. En fait, c'est les anciens mineurs non accompagnés qui étaient dans le bureau aux jeunes. Donc, on est sur ce projet-là. La transition ne s'est pas encore faite. Donc c'est comme si on était un peu en pause, mais l'association est ça, donc ça visait à permettre à ces jeunes de se fédérer autour d'un projet. Voilà, de s'exprimer, de se retrouver, de partager leur histoire, leurs souffrances, leurs joies, comme ces jeunes-là dans le livre. Et il y a aussi, très rapidement, on finira sur un petit morceau de l'ouvrage que vous aviez envie de nous faire partager, que vous pourrez retrouver donc en découvrant ce livre de Tierno. Et je crois que c'est plus spécifiquement un poème, c'est ça? Oui, donc oui, je vais vous partager ça. C'est l'attente. L'attente. Es-tu voué à ne jamais venir? Mes bras tendus depuis longtemps. Viens, je t'enlace. À l'argent, je te choisirai, toi la paix et le bonheur pour nous tous. C'est décidé, je te serai fidèle éternellement. Viendras-tu un jour? D'ici là, si tu le veux bien, les hommes sauront faire la paix. Peut-être pour de vrai. Les armes cesseront tues et la paix s'exprimera. Ô toi rêve, mon beau rêve, seras-tu aussi abondant que je t'imagine? Un jour, tu croiseras les enfants assoiffés. Ils te boiront. Oh, combien tu leur manques. Le sais-tu? Ou acceptes-tu de venir? Au moins rafraîchir les gorges. Oh, toi, rêve, mon beau rêve. Es-tu voué à ne jamais venir? Les mains sur le ventre, ils t'attendent depuis longtemps. Viens qu'ils apaisent leur faim. Quand ils auront mangé, ils te partageront leur histoire. Et tu sauras que cette famine, ils ne l'ont pas choisie. Tu comprendras et tu resteras. Merci beaucoup, Tierno. Dévouement et remerciements. On le montre encore une fois, ce livre aux éditions L'Harmattan, donc à retrouver ici même, à la librairie Kléber. Voilà pour ce soir. Et je crois que ça continue demain, François. Ça continue demain avec un grand débat sur les femmes, la violence faite aux femmes pendant la période de confinement. Et surtout un maire libre, le maire de Salles. Jean Vogel, à 16h et à 17h, donc le débat sur les femmes, toujours avec le Club de la Presse Strasbourg Europe.
Merci.